Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle émission avec une personne que j'ai beaucoup appréciée en conférence, comme je veux l'expliquer dans un instant, Ronan Le Paratonel. Donc, c'est un nom qui n'est pas facile à dire, mais on ne l'oublie pas une fois qu'on l'a bien enregistré. Mais pour moi, c'est Ronan, tout simplement, parce que c'est quelqu'un de super sympathique et qui a des bons messages à vous passer, comme je vais vous dire. Donc, cette émission va faire partie du cadre de des paroles pour les explorateurs de la conscience. Vous savez, c'est une émission je suis en train de développer avec des personnes qui sont pas forcément très connues, mais qui méritent de l'être, à mon sens, parce qu'ils ont vraiment des messages importants à transmettre. J'ai connu Ronan l'an passé, en 2024, aux rencontres universelles pour une médecine plurielle, c'est des rencontres qui sont organisées tous les ans par Anne Sarkissian, donc que je salue parce c'est une belle personne, remarquable, avec un cœur grand comme la maison, et donc qui réunit tous les ans un certain nombre de participants de tous azimuts, des thérapeutes, etc., des gens qui ont des informations. Vous savez, comme on dit toujours, on n'aime pas les chercheurs, on aime bien les trouveurs. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire que ces rencontres universelles pour une médecine plurielle, il va y en avoir une nouvelle cette année qui va être le 22 et le 23 mars à Grand Camp ou Grand Champ, je ne sais plus, qui se situe à une dizaine de minutes de Vannes. Voilà, donc je vous invite fortement à aller voir. Je n'y serai pas, mais j'y serai, mon cœur y sera, et je pense que toi, Ronan, tu ne seras pas non plus un intervenant. Nous y étions l'an passé, c'est normal de laisser la place aux autres, mais tu seras quelque part dans les coulisses ou dans la... Oui. Donc, si vous voulez le rencontrer, ce sera l'occasion. Voilà pour la petite place. Alors, pourquoi Renan? Pourquoi Renan? Parce que je l'ai écouté évidemment sur scène, et j'ai trouvé son parcours absolument, je dirais presque pas unique, mais vraiment très remarquable et très rare. Donc, parce que Renan est un ancien militaire, déjà, il faut bien le comprendre. C'est un militaire, je crois qu'il était dans l'armée de l'air, si j'ai bien compris, et qui, en fait, qui a été un soldat de l'ONU et qui a vécu les atrocités du siège de Sarajevo, si vous vous souvenez. Et donc, il en est revenu très traumatisé, ce qui est logique, un stress post-traumatique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et, il nous raconte aussi comment il en est ressorti. Et au travers de son livre, c'est à la fois un livre plein de références scientifiques, médicales, etc., mais c'est surtout un livre vécu, un livre d'expérience, et qui peut véritablement servir à toutes les personnes qui passent par une épreuve, pas forcément militaire, mais il y a d'autres épreuves aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça que son livre est particulièrement intéressant, et surtout qu'il est très agréable à lire. Je le lisais même comme un roman de temps en temps, tellement il raconte avec des anecdotes, avec des belles histoires, etc. Et puis, il fournit des informations qui sont des conseils qui sont faciles à réaliser pour tout le monde. C'est ça aussi qui est important. Donc, c'est pas un livre de docteur, c'est vraiment un livre de quelqu'un qui a de l'expérience. Mais j'ai assez parlé, Ronan. Maintenant, oui, parce que je suis bavard, fais attention. Euh, donc, maintenant, Ronan, dis-moi qui tu es, dis-nous qui tu es, ton parcours, ton évolution, etc. Donne-nous un petit peu plus d'informations sur sur qui tu es, tout simplement. Bonjour à tous et puis bonjour mon ami Luc, j'espère que vous allez tous bien. Alors effectivement, tu as fait une belle synthèse en tout cas de ce que je suis. Alors effectivement, je suis un ancien militaire, j'ai passé, comme on dit, 27 ans presque 27 ans sous les drapeaux et donc j'ai été victime d'un choc post-traumatique à Sarajevo en 1995, mais curieusement, ce choc développé bien des années plus tard pour plusieurs raisons. Et la première, très probablement, c'est quelque chose qu'on ne disait pas à l'époque. Être éduré, soit fort, etc. Ce sont tout un verbiage militaire. Donc ce choc post-traumatique s'est déclaré en 2013, donc 18 ans plus tard.
Et à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment, une fois que le constat est posé, comment je m'en sors? Parce qu'il y a quand même cette furieuse envie de vivre. Et donc voilà, donc moi j'ai eu évidemment l'activité physique, j'ai eu une reconversion dans le domaine du sport. Donc j'étais coach sportif à domicile, je le suis toujours. Mais il me manquait aussi quelque chose. Et donc j'ai fait des études de naturopathe de donc, 2018 à 2020. Et là j'ai commencé à comprendre certaines choses, notamment au niveau de l'alimentation. Et j'ai vu que moi j'avais un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs. Lorsqu'on a un choc post-traumatique, c'est pas en mangeant une pomme que ça va mieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un rééquilibrage alimentaire, en tout cas, euh, ça peut nous aider de manière très importante. Alors moi, j'avais un déficit en sérotonine. Donc c'est un des neurotransmetteurs. C'est le précurseur de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil comme une bonne partie d'entre vous le savez, j'imagine. Donc, déficit de sérotonine, mélatonine, donc sommeil perturbé, donc stress, et puis ça, en fait, on s'en sort plus. Donc, j'ai vu, j'ai appris, j'ai lu qu'avec l'alimentation, on pouvait modifier tout cela pour rééquilibrer en quelque sorte. Alors, bien entendu, j'ai une prise en compte. Avec des médecins, qu'ils soient civils et militaires, des médicaments, etc., naturellement, puisque le choc était trop violent. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sous traitement, même si à l'occasion, je vais voir le médecin toujours, mais je ne suis plus sous traitement. Mais je surveille de très très près mon alimentation, et notamment cette fameuse sérotonine. Et quand je suis un petit peu fatigué, je dis, tiens, on va faire quand même ce petit questionnaire, ce petit bilan, et effectivement, il suffit de rééquilibrer. Alors, une fois, j'ai eu une cliente qui m'a dit, mais Ronan, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as lu, tout ce que tu sais, pourquoi tu le partagerais pas au plus grand nombre? Et ça tombe bien, parce que moi, j'avais déjà commencé à écrire dans un premier temps pour évacuer un petit peu ce stress post-traumatique, puisqu'il y avait le sport, mais il y avait aussi l'écriture. Et donc ça s'est passé comme ça en fait. J'ai commencé à écrire, j'ai partagé au plus grand nombre et puis les gens m'ont dit waouh, merci, je dors mieux, je vais mieux, je suis moins stressé et donc ça a été pour moi c'est la plus belle en tout cas des récompenses sur ça c'était sur en tout cas mon premier livre Ressentez-vous. Ouais. Voilà. Sur ton premier livre qui s'appelait Re-santé. Ressentez-vous. Voilà. Ressentez. Voilà. Alors pour aller dans ton sens, d'ailleurs, euh, sache mon ami que actuellement la médecine psychiatrique en particulier ben, a des médicaments, mais connaissent aussi les limites des médicaments, en particulier des antidépresseurs, des anxiolytiques qui ont les antidépresseurs qui ont une activité que très relative, comme on le sait, et donc ils se penchent énormément également sur la nutrition. Donc en fait tu es quelque part un précurseur, parce qu'on sait très bien que l'alimentation va apporter des acides aminés, des vitamines, etc., qui vont favoriser la fabrication de certains neurotransmetteurs, et particulièrement de la sérotonine, qui est très important. Et pour nos spectateurs, je peux tout simplement résumer la sérotonine. Qu'est-ce qu'elle fait, la sérotonine? Pour moi, c'est facile à se retenir, elle nous apporte la sérénité. Voilà. Donc c'est une sérotonine, sérénité. Et elle est souvent très abaissée pour les personnes qui sont déprimées. Donc tout ce qui peut amener le tryptophane en particulier, qui est un acide aminé, etc., avec de la vitamine C, avec du magnésium, tout ça, ça va favoriser la fabrication de sérotonine. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé génial aussi que ton chemin t'a conduit là où était aussi la recherche médicale, mais là, tu expliques aussi très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument parfait. Donc ce premier livre, Ressentez-vous, était
très intéressant, mais moi j'ai surtout penché sur ton deuxième livre, celui qui vient de sortir, et donc Mes quatre saisons, qui est édité aux éditions Artorial. Je le dis tout de suite, ce livre est en vente en librairie. Vous pouvez le commander, bien sûr, ou vous l'aurez vous êtes en vente sur ton site que j'indiquerai dans la présentation juste en dessous. Donc, si les personnes veulent en voir, etc. Et là, le deuxième plan que j'ai trouvé intéressant, au-delà de se dire notre alimentation va influencer notre humeur, je dirais, nos sentiments, nos émotions. On sait très bien, par exemple, la différence qu'il peut y avoir une alimentation végétarienne et une alimentation carnée, qui va avoir des influences aussi très nettes sur les neurotransmetteurs. Mais au-delà de ça, tu as fait aussi une recherche, je dirais une recherche de fou, parce que quand je lis ton livre, une recherche de fou, moi j'ai écrit des livres et je trouve qu'il a fallu faire un grand travail de prospection pour justement faire voir que bah, nous ne sommes pas les mêmes en fonction des saisons. Tout simplement, on n'est pas fait pour manger, par exemple, des fraises en hiver dans nos pays. Et donc, bien sûr, on peut en manger pour le plaisir, mais voilà. Donc, tu as fait un travail qui était aussi remarquable parce que c'était comment garder sa santé dans les quatre saisons. Et toi, tu as posé aussi quatre piliers, à mon sens. Les quatre piliers, je les lis pour être sûr de ne pas rien oublier. Un, l'alimentation. Deux, l'activité physique, et Dieu sait que tu es un grand sportif. Moi, je suis admiratif de ce que tu fais. Moi, je ne pourrais pas en faire le quart de la moitié, mais bravo, bravo. Tu es un grand sportif. Donc, l'alimentation, l'activité physique, la respiration et le mental. Mais tu expliques que tout ça doit varier en fonction des saisons. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que bon, pour parler de la respiration, c'est vrai que j'aime bien cette phrase. Alors, je sais plus qui l'a dit, mais la respiration, c'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde, et c'est la dernière chose. On dit pousser son dernier souffle, en fait. Donc, et après, il y a plein de choses au milieu de tout ça, mais la respiration, c'est comment gérer sa respiration, c'est impressionnant. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, et moi le premier il y a quelques années, qui ne maîtrisaient pas cette respiration qui peut être boostante ou alors au contraire apaisante, selon les moments. Je me souviens sur l'alimentation, mes grands-mères, et je pense que les gens de plus de 50 ans, à mon cher Luc, on a tous ces souvenirs de nos grands-mères qui avaient une orange à Noël. Elle n'avait pas l'orange au mois d'août, hein. Elle avait l'orange à Noël. Alors, oui, parce que c'était Noël, mais surtout parce que c'était de saison. Et aujourd'hui, dans nos supermarchés, quels qu'ils soient d'ailleurs, il y a des oranges toute l'année, il y a des fraises presque toute l'année, et je pense qu'on marche sur la tête. Alors certes, ils sont peut-être pas mauvais pour la santé, mais on mange des fruits et des légumes pour le goût, parce qu'ils nous plaisent. Donc il y a déjà un volet mental qui est important. Ça nous plaît, donc ça nous fait du bien. Mais ces fraises du mois de novembre sont quand même démunies de vitamines, de minéraux. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et puis comment elles poussent, et où elles poussent, et avec quel traitement. Euh, donc, on trouve très facilement aujourd'hui sur Internet, en quelques minutes, vous tapez les fruits et légumes de saison, ou alors vous allez chez votre primeur qui est de bons conseils. Et donc, manger des aliments de saison, et de proximité, un petit geste écologique aussi, si on peut, c'est une garantie beaucoup plus importante d'avoir tout un tas de vitamines et de minéraux qui sont bonnes pour notre corps. Voilà. Ensuite, sur l'activité physique, évidemment, j'ai parlé de deux activités physiques par saison. Plutôt que de sport, je parle d'activité physique. La marche, c'est une activité physique. Le jardinage, c'en est une autre. Euh, donc, des randonnées, par exemple, on peut en faire en plein hiver, bien, bien couvert, et c'est bon, c'est excellent pour la santé. Il y a différentes marches. Il y a la marche nordique, il y a la marche afghane qui allie donc, justement un volet mental avec la respiration. Il y a tout un tas d'activités. Donc, j'ai opté, la natation, je l'ai mis par exemple, en été.
Bon, en bord de mer, il y a des gens qui se baignent toute l'année. Je dis pas qu'il faut pas se baigner. D'ailleurs, c'est excellent. Je pense notamment à ce cher Vimov et ça. J'imagine que tu connais très bien Vimov aussi, Luc, qui fait des immersions en eau très, très très froide, gelée même. Et après, j'ai oublié le nom. Je crois que c'était le médecin de Lénine, docteur Salvanov, je crois, qui faisait des études sur le froid, le chaud, les bains froids, les bains chauds et les bienfaits pour la santé. Donc, en fait, ce sont toutes des choses qui tombent sous le sens. Manger de saison, pour moi, c'est une évidence. Une activité physique de saison, ça tombe sous le sens. Une respiration adaptée lorsqu'on est stressé, par exemple. Euh, je fais simple, on a un système sympathique qui est plutôt excitant et parasympathique qui est plutôt calmant. Alors pour s'en rappeler, parasympathique, je pense au parachutiste qui descend et qui hop, qui est tranquille, enfin d'apparence zen, je garantis qu'il ne l'est pas, mais d'apparence zen, donc parasympathique, c'est celui qui apaise. Et pour apaiser avec la respiration, ce système, il suffit d'expirer plus longuement que d'inspirer, d'accord? En gardant le même débit, le même volume à l'inspiration et à l'expiration. Mais si par exemple on inspire 2 à 3 secondes et on inspire 4, 5, 6 secondes, j'aime pas faire des comptes, il faut inspirer 3 secondes, souffler 4 secondes. Je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun. Là, je suis en formation préparateur mental aussi. Donc, pour finir mon triptyque coach sportif, naturopathe et préparation mentale. Donc, c'est un volet important. Donc, pour apaiser, il suffit d'expirer un petit peu plus longtemps, voire de faire un petit blocage de respiration, poumon vide, ou une apnée. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le terme apnée. J'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça avec Loïc Néry, là, l'apnéiste ancien recordman du monde. Donc, j'ai eu un bel échange avec lui à la Sorbonne il y a 2 mois. Donc voilà, pour apaiser, je vous garantis que ça marche lorsqu'on est par exemple dans les bouchons, dans les grandes villes, ou après on est au travail, on peut faire quelque chose de- d'assez rapide pour se poser un peu. Donc voilà comment on peut jouer avec l'aspiration, la respiration, et comment elle peut influer, mais d'une manière assez directe sur notre mental, sur notre morale, sur notre sommeil aussi. Et Dieu sait que le sommeil, euh, c'est quelque chose d'important. J'ai lu très récemment qu'on dormait par rapport à 1970 à peu près 1 heure et demie de moins. Je ne sais pas si tu as entendu ces chiffres à peu près, Luc, mais j'ai été assez surpris. Non pas qu'on dorme moins, je m'en doutais, mais 1 heure et demie de moins, c'est quand même assez conséquent. Donc, il faudra que j'aille faire d'autres recherches à ce sujet pour être bien sûr de la véracité de Et ce que j'avais lu à ce moment-là. c'est juste, c'est juste. C'est juste, voilà. Donc, quand on sait tous les problèmes liés au manque de sommeil, bon, il y a de quoi se poser des questions. Puis on voit quand même qu'il y a tout un tas de maladies qu'on appelle auto-immunes, etc., qui jaillissent, surgissent, et on n'a pas trop d'explications. Donc, je pense que ça pourrait en tout cas en être une. Mais oui, alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris. Et une des premières lectures que j'ai faites, c'est le docteur signalait en fait que ton alimentation soit ta troisième médecine. Et elle m'avait beaucoup, c'est un livre de médecin, pour médecin presque, mais m'avait beaucoup, beaucoup interpellé, beaucoup fait réfléchir. Et à partir de ce livre, j'ai été lire des tonnes de sujets, mais j'en sais moins que demain. Eh oui. Ah bah c'est, de toute façon, l'idéal, c'est de se coucher toujours, tous les soirs, en ayant appris quelque chose dans la journée. Ça, c'est clair. Donc, mais le travail que tu as fait, en plus, j'insiste là-dessus, c'est que là, tu as donné, on va y revenir là dans un instant, des médicaments. Que ton aliment soit ton médicament. Voilà. Donc, tu as donné des aliments qui étaient, à mon sens, très importants. On va y revenir dans un instant. Mais en plus, mais c'est surtout ton livre, tu l'as cloisonné dans les 4 saisons. Et quelque part, au sein des 4 saisons, tu as cloisonné pratiquement chaque mois avec les aliments qui correspondent au mois, etc. Ce que faisaient les anciens
par la force des choses, parce qu'ils mangeaient les aliments locaux, comme tu dis, et mangeaient des aliments de proximité. On peut favoriser justement les petits agriculteurs du coin qui font souvent des cultures biologiques ou bio-raisonnées ou déjà raisonnées. Donc, c'est déjà important et c'est eux auxquels il faut penser en priorité parce que, a priori, on aura les aliments les plus frais parce que c'est pas tout d'avoir une alimentation. C'est la fraîcheur de l'aliment est aussi très important parce qu'il a tendance à perdre ses nutriments avec le temps. Donc, tu as fait un travail de fou sur les 4 saisons. Et là, ce qui m'a beaucoup plu aussi, au-delà des aliments qui correspondent aux différentes saisons, mais il y a aussi les activités physiques qui sont différentes. Il y a la respiration aussi que tu conseilles et le mental. Alors, dis-nous un peu sur le mental, le quatrième point du tri de ta... Le mental, on sait que voilà, on est en pleine période, mais c'est vrai que par exemple au mois de novembre, on sait bien qu'il y a des dépressions qu'on appelle, enfin on sait bien, des dépressions saisonnières en fait. Alors pourquoi mois de novembre? Je parle en Europe, hein, à Tahiti où j'ai habité 2 ans, il y en a moins, curieusement. Alors pourquoi? C'est lié aussi à la lumière et donc au soleil et donc non seulement la chaleur mais aussi le manque de lumière qui joue une nouvelle fois, qui a un lien une nouvelle fois avec nos neurotransmetteurs. Tiens, c'est assez curieux. Et, donc c'est vrai que de novembre, ben, on a tendance à tout l'hiver, très curieusement, à être moins bien. D'ailleurs, les animaux hibernent ou hivernent. Elles aussi, et nous, c'est à ce moment-là on travaille le plus presque, et on se repose en été, là où on a le plus d'énergie, alors qu'on devrait finalement faire l'inverse. Mais bon, après, ça pose d'autres problématiques, mais il n'empêche que notre cycle est comme ça. On devrait travailler à la belle saison, et puis l'hiver, faire un peu comme les animaux. Et donc, je trouve qu'on marche un petit peu à contre-courant du rythme de la vie et des saisons. Et donc mentalement, bah, ça nous pèse sans même qu'on s'en rende compte. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il y a ces dépressions saisonnières, mais c'est normal d'être moins bien sans parler forcément de dépression, évidemment. Heureusement que tout le monde ne fait pas une dépression au mois de novembre. Sinon, ça serait quand même assez compliqué. Mais en tout cas, on est moins bien, on a moins d'énergie, on dort probablement moins bien. L'alimentation est forcément différente aussi, même si on a quand même beaucoup d'ailleurs, je le dis dans le livre, on a quand même beaucoup d'aliments toute la saison. Et au mois de novembre, il y a tout un tas de fruits, de légumes qui sont très, très présents et abondants. Alors, je ne connais pas par cœur non plus tous les fruits et légumes pour chaque saison, mais bon, j'ai quand même quelques bases là-dessus. Donc, effectivement, on est en période de fatigue. Après, il y a beaucoup de gens qui ont et particulièrement cette année, je trouve, de gens qui sont pas bien, qui sont malades. La grippe, je sais pas autour de toi, Luc, mais c'est une hécatombe. Autour La Rochelle, là, au Toulouse, où je me rends régulièrement aussi, et dans d'autres villes, il y a beaucoup de grippe et de maladies en ce moment, depuis 2 ou 3 mois. Mais je pense on respecte pas notre rythme biologique, tout simplement. Donc c'est vraiment je crois que je me suis dit, ben, on marche sur la tête en fait. Les animaux se reposent et nous non. Donc comment faire pour réorganiser toute la société qui fonctionne comme ça depuis des années? Euh, je pense qu'il y a En Allemagne, par exemple, au niveau système scolaire, ils ont adapté un petit peu. L'après-midi, c'est plus détendu pour les activités de loisirs, de sport, etc. Je pense qu'il y a peut-être déjà des choses à faire comme ça. Il y a toujours des choses à faire. Sans tout bouleverser, mais pour aller mieux, il y a toujours des choses à faire. Voilà, donc oui, euh, ce mental est indissociable si on n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien mentalement. Si on n'est pas bien mentalement, on n'est pas bien physiquement. Finalement, on ne sent pas tout ce qui nous fait du bien. Vous allez me dire, oui, mais par exemple, l'alimentation. Moi, j'aime bien le chocolat.
Et c'est vrai, hein, c'est mon cas. Donc mes camarades disent, mais est-ce que ça te fait du bien? Elle me dit, oui, ça me fait du bien. Alors c'est bon pour la santé. Je vous rappelle, l'OMS, c'est la définition de l'OMS que je connais pas par cœur, mais c'est pas uniquement une absence de maladie, c'est un bien-être mental aussi. C'est super important. Tout dépend si on mange 2 carrés de chocolat ou si on mange 3 tablettes d'un coup. C'est c'est primum de notre chéré, hein. D'abord ne pas nuire, hein. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi une question de qualité, mais il y a aussi une question de quantité, comme tu le dis très justement. Si on mange 1 ou 2 carrés de chocolat noir en Bien particulier, sûr. qui a montré son intérêt, c'est plutôt quelque chose de positif, au même titre que le thé vert, par exemple. Mais si on en mange, comme tu dis, 3 tablettes, les choses à grosse dose sont tous des poisons quelque part, hein. Donc, c'est une question de limite. Et c'est pour ça que cette notion d'hiver, avec la baisse d'ensoleillement fait que la mélatonine, notre hormone neurotransmetteur qui nous fait dormir, c'est moins éliminé parce que c'est la lumière du soleil via les yeux qui favorise sa dégradation et donc ça nous endort un peu et favorise à ce moment-là les états, sans parler que c'est aussi, on perd les rythmes, on perd le rythme parce que tout simplement on n'a plus les points de repère. Le soleil est un des points de repère importants pour notre rythme et le lever, le coucher, etc. Donc, perdant les rythmes, on devient un peu perdu et ça peut favoriser justement ces états qui deviennent dépressifs. Pour peu qu'on ait quelques soucis, quelques problèmes, on est moins à même d'y faire face par rapport à ça. Alors, au-delà de ces 4 saisons, tu nous es de ces 4 saisons, et je le répète, l'alimentation, l'activité physique, et c'est bien, si tu préfères parler d'activité physique plutôt que de sport, qui fait toujours un peu rebuter, l'activité physique me paraît beaucoup plus sain. Donc l'alimentation, l'activité physique, la respiration, qu'on oublie un peu trop souvent, et Dieu sait qu'elle est importante, et le mental. Mais au-delà de ça, tu nous as... t'as indiqué, surtout au début de ton livre, un certain nombre d'aliments qui sont particulièrement importants. Et donc, je ne peux que aller dans ton sens quand j'ai vu ce que tu présentais. Mais il y a quand même une petite question que je voulais te poser, c'est pourquoi as-tu mis la pomme en premier? Mis à part qu'elle est le symbole d'Adam et Ève, on est bien d'accord. Mais bon, Oui. Ou des Beatles. Ou alors d'une autre marque célèbre de téléphone, etc. oui, ou d'ordinateur. Donc, elle est célèbre, cette pomme. Elle est célèbre, cette pomme. Euh, alors, pourquoi? Je me souviens d'un proverbe, un dicton, je sais pas, anglais, un apple by day keep the doctor away. Donc, si on mange, c'est vrai qu'une pomme par jour, ça éloigne le docteur. Je lui dis, ça a été un premier un indicateur. Euh, Moi, je vais vous dire un petit secret. Plus je trouve la pomme moche, plus je me dis qu'elle doit être bonne pour la santé. Chez mes parents qui ont un verger, mon grand-père avait un verger aussi, et les pommes, esthétiquement, n'étaient pas très jolies. Mais qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Et surtout, elle n'avait pas de traitement, en fait. Elle n'était pas traitée du tout, ou vraiment très très peu. Je crois que c'est le fruit, peut-être tu peux me le dire, j'en suis pas certain, qui subit le plus de traitement, la pomme. Donc orientez-vous vers une pomme bio. Je crois que c'est 17 traitements ou un truc comme ça. Donc, attention à pas n'importe quelle pomme en tout cas, mais une pomme bio. Alors si vous avez vos pommiers dans le jardin, c'est parfait, c'est parfait. Mais donc voilà, attention, pas n'importe quelle pomme. Et en plus, donc ces pommes, on en a sur une bonne partie de l'année, hein, pour pas dire toute l'année. Il y a des pommes qui poussent. Il y a différents types de pommes aussi. Les carottes, je crois, je ne sais pas s'il y a plusieurs formes de carottes, mais les pommes, il y en a plein de toutes les couleurs. C'est quelque chose en plus qui est sucré, donc qui est bon, mais on va dire oui, mais pour maigrir, le sucre, attention, attention, là on parle de fructose. Et donc, c'est un sucre qui est excellent, excellent pour la santé.
ne coupez pas les fruits, les légumes sous prétexte qu'il y a du sucre et que ça fait grossir. Surtout, vous faites à mon sens, une grave, grave erreur. Le fructose, c'est très bon pour la santé. Et les pommes, si vous mangez 2 3 4 pommes par jour, il n'y a pas de souci. J'ai jamais connu quelqu'un qui a fait une overdose de pommes, en fait. Je- enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein, Luc, moi je n'ai pas vu. On verra demain, mais aujourd'hui, non, je ne pense pas. Donc, ouais, Oui. c'est l'aliment que tout le monde connaît, en tout cas dans les pays, dans nos régions. Dans nos régions, à Tahiti, parce que j'habitais là-bas, il y avait pas, il y avait plein d'autres fruits et naturellement, hein, mais délicieux, mais pommes, il y avait pas, il y avait pas. Voilà. Ben, les pommes sont riches en pectine, sont riches en, donc, qui est une enzyme, c'est riche en fibres, c'est riche en vitamines. Et c'est vrai que moi, j'avais autrefois un petit verger, enfin un verger, j'avais quelques pommiers et je riais parce que je leur disais à mes pommiers quand même, hein, vous exagérez, ici, il y a les pommes qui sont toutes tordues, qu'il n'y en a pas deux pareilles. Alors que Oh, quand je vais chez la grande surface ou le primeur, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes calibrées. Pourquoi vous n'avez pas deux pommes pareilles? Vous n'êtes pas capable d'en faire deux pareilles. Mais le fait est qu'elle, c'est, comme tu dis, le problème, c'est tous les traitements. Ce sont tous les traitements qu'elles reçoivent. Et même quand ces traitements pénètrent à travers la peau, dans la chair. Et donc, il faut ne pas hésiter à éplucher la pomme, mais même l'éplucher en profondeur. Donc, après ça, il va peut-être que nous rester que le trognon. Ce serait quand même dommage. Mais c'est vrai que les polluants ont tendance à pénétrer de plus en plus et c'est pour ça que les pommes bio sont largement... moi, je voyais ça aussi avec les tomates qui sont pareilles, qui sont traitées. Moi, je suis déprimé quand j'achète souvent des tomates qui n'ont plus aucun goût. ah non, de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Et donc, par contre, si on prend quelques tomates en bio, là, on se retrouve avec. Et donc, au niveau, c'est vrai que le bio, l'alimentation raisonnée coûte un petit peu plus cher. Et encore. J'ai vu bien souvent, c'est même chez le bio, qui coûtait moins cher que la grande surface, hein. C'est un comble, mais c'est comme ça. Et donc, mais c'est une question de choix aussi, hein. C'est parce que c'est une choix de vie. Il vaut mieux supprimer quelques sucreries ou choses dont on n'a pas besoin pour favoriser les aliments qui sont bons pour notre santé, parce que les nutriments sont plus concentrés, il y a moins d'eau et ils sont plus concentrés dans ces aliments. Et donc, ce qui est très important pour tout ce que tu racontais tout à l'heure avec les neurotransmetteurs et tout ce qui va remplacer. Moi, je suis admiratif quand je mange n'importe quel aliment et je me dis, tous les petits nutriments, ils vont rentrer dans mon organisme et ils vont remplacer, ils vont s'incorporer dans mon corps. C'est waouh, quand on réfléchit à ça, ça laisse pantois, ça va s'incorporer dans mon corps. Donc, c'est ce que je disais aux gamins quand j'étais tout petit, ben, je leur dis, bon, quand tu veux construire un mur, tu vas prendre des belles briques pour bien construire ton mur. Mais si tu mets des briques pourries, etc., ton mur, il sera pas très solide. Et c'est un peu la même chose quand on mange des aliments qui sont pas... Eh bien, tout simplement, on va se retrouver avec des aliments qui vont pas apporter franchement les nutriments adéquats ou la quantité adéquate. Donc ça rejoint, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre parce que ça rejoint tout à fait ma pensée sur beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors j'avais quand même une question que j'ai oublié de te poser au départ. Mais ton livre, là, qui est magnifique, hein, je vous le rappelle, je ne sais plus combien il coûte, Ronan, 19,90. Et, 19,90. et donc, ce livre, pourquoi as-tu mis un ananas? Je sais que maintenant, tu sais que tu as été à Tahiti, donc on est bien d'accord, mais c'est pas le pays où il y a plus d'ananas, mais ils en fabriquent, ils en cultivent. Mais alors pourquoi l'ananas? En fait, comme souvent, c'est tout bête. Autant ressentez-vous, j'avais choisi ma couverture, je l'avais réfléchi, etc. Et donc, mon éditrice, l'édition Artorial, là, m'a proposé, en attendant d'eux,
finalement de sortir mon deuxième livre. Elle avait fait comme donc une annonce, un petit peu de publicité, et elle a mis cette couverture-là. Mais c'est elle qui a choisi cette couverture-là. Et elle me dit, bon, bah, si tu veux, on va le retravailler. Je dis non. Et j'ai eu un flash absolu. Je dis, c'est ça que je veux. Et je l'ai trouvé magnifique, mais elle m'a, tu sais, comment expliquer ça? J'ai senti, c'est ça qu'il me faut. Mais tout de suite, tu ne veux pas qu'on change? Non, rien du tout. Et et l'ananas, et la couleur, et le fait d'avoir un espace à côté de l'ananas enfin, cet espace de liberté à côté de l'ananas, c'est un fruit avec tout ce que ça représente, tous les bienfaits du fruit. C'est aussi une notion de voyage. L'ananas, en tout cas, ça pousse pas à La Rochelle, pas encore, même si le réchauffement climatique. Donc, donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que je dis non, mais ça a été comme un coup de foudre, hein, ça a été instantané. Et voilà, et après, c'est vrai que tu m'as dit, on avait échangé là-dessus, Luc, mais oui, mais j'ai écrit un livre aussi, puis il ressemble curieusement à que la couverture que j'avais écrit il y a quelques temps. Et donc effectivement, c'est assez drôle, c'est marquant même. Ouais. Bah, Donc voilà l'histoire, c'est une le- anecdote, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. se faire comme ça. C'est vrai que c'est un fruit que j'ai étudié particulièrement parce que, en fait, j'ai écrit un livre sur la bromélaïne. La bromélaïne, c'est une enzyme naturelle qui est tirée de la tige de l'ananas. Il y en a un peu dans l'ananas, mais il y en a beaucoup dans la tige et c'est une enzyme qu'on tire et qui a des vertus extrêmement intéressantes d'anti-inflammatoire, d'antalgique, de digestion, relance immunitaire et quand même des actions qui ont été découvertes contre les tumeurs cancéreuses. En Australie, ils avaient fait des recherches extraordinaires. Et donc, et l'ananas, et ce qui est intéressant aussi dans cet ananas, c'est que il est très particulier, ce fruit. C'est qu'en fait, on voit, il est très compartimenté. Il y a on voit des petites cases comme ça qui sont, mais en fait, c'est pas un fruit, ce sont des fruits qui se sont agglomérés pour former donc il est plein de mystères et donc ça m'a fait sourire de voir ton livre avec un ananas. En fait, et tu sais bien, pour avoir vécu, moi aussi j'ai vécu à Tahiti, et entre l'ananas qu'on mange à Tahiti et l'ananas qu'on mange dans nos pays, c'est plus la même chose. Et, ils sont plus acides, ils sont plus. Mais bon, c'est déjà bien que nous ayons. Alors, autrement, mis à part la pomme et l'ananas, on va dire, allez, non, l'ananas n'est pas parmi les plus importants à conseiller parce que là aussi, comme je disais, la bromélaïne, c'est pour celle-là, on ne la retrouve qu'en petite quantité dans l'ananas, mais on la retrouve surtout dans la tige. Donc, c'est pas. Mais tu as parlé de l'ail, tu as parlé du citron, tu as parlé des aliments. Des céréales germées, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont super importantes et j'ai été heureux que comme le citron qui est aussi, contrairement à ce qu'on a l'impression, est un excellent alcaline. Oui, Mhm. oui, oui, on pense l'inverse, mais pas du tout. D'ailleurs, moi, j'ai un citronnier que je viens de couvrir avant-hier, qui reste dehors, et j'ai la chance d'avoir près de La Rochelle, une région où il y a quand même du soleil régulièrement, mais n'empêche qu'il faut protéger. Donc, j'ai mes citrons, et effectivement, il est alcalin, même s'il a un goût acide. Donc, on se dit, il est acidifiant, mais pas du tout, en fait, le citron. Et, et donc, bourré, chargé de vitamines. Les graines germées, oui, alors c'est une vieille habitude que j'ai. Je le fais pas tout le temps, toute l'année, mais régulièrement, les graines germées, je pense qu'on pourrait combler une grosse partie des problématiques de faim sur la planète avec les graines germées. Elles sont tellement riches en nutriments et en vitamines. Ces graines germées qui sont très faciles à faire pousser. Il y a plein de tutos sur Internet. Ça coûte pas cher. Le matériel est pas cher du tout non plus. C'est simple. Moi, j'y arrive et je suis pas vraiment du tout bricoleur. Je vous le garantis. Donc ça, ce sont des petites choses qu'on peut faire. Alors, on mange pas une assiette de graines germées, on peut,
on peut les rajouter en salade ou des choses comme ça. Ou, On les saupoudre un petit peu aussi. ouais, voilà. On les Euh, saupoudre sur une salade. L'ail, ouais, bien sûr. Je parlais de l'ail aussi, mais c'est un des aliments anti-maladie, entre guillemets. Euh, enfin, plutôt qui favorise la santé, euh, plutôt qui lutte contre, qui favorise la santé, qui nous permet de rester en bonne santé. Alors, je parle aussi j'ai des huiles essentielles, j'ai mon Ravinsara, mon tea tree, ma petite armoire, elle est derrière d'ailleurs. J'ai une vingtaine d'huiles essentielles selon les saisons pour, voilà, ce sont des choses, ce sont que des choses simples, mais bio, bon, pour les huiles essentielles, c'est autre chose, mais l'ail, etc., c'est les citrons, c'est de proximité tant que vous pouvez, de proximité. En plus, ça fait fonctionner les petits commerces du coin et ils ne s'éteignent pas, et puis ça les encourage à produire et acheter des choses de qualité et vous investissez pour votre santé. C'est tellement Ce qui est, important, c'est un sujet, enfin, c'est même plus majeur. C'est vivre vieux, ok, surtout, mais surtout bien. on est en pleine période d'épidémie. Donc, d'où l'importance d'avoir justement une bonne alimentation, une alimentation riche en vitamines, en oligo-éléments, en nutriments. Donc, c'est ce qu'on retrouve surtout dans les fruits et légumes. Mais après ça, l'ail, comme tu le dis, est très intéressant. Tout ce qui contient évidemment de la vitamine C, du Ah magnésium, oui, etc., qui nous permet au niveau énergie, par exemple, on sait très bien que la meilleure manière de prévenir une grippe, par exemple, sur le plan énergétique, j'entends, eh bien, c'est de remonter son niveau vibratoire, remonter son énergie. Donc, en ayant une bonne alimentation, en ayant une bonne activité physique, un bon sommeil, une bonne hydratation, on n'en a pas parlé, mais je sais que tu en parles non. beaucoup de ça, et ce qui est très important. Donc, tout ça, c'est ce que tu dis, et ça se retrouve dans les faits, parce que moi, je voyais ça surtout même, par exemple, au niveau des fameuses épidémies de peste et de choses comme ça. Donc, je disais, ça a tué la moitié de la population européenne. Pas que de l'européenne, c'était un peu partout dans le monde. Mais je dis, pourquoi ça n'a pas tué l'autre moitié? Voilà, je suis toujours l'emmerdeur qui posait les questions d'ailleurs. Et, pourquoi ça n'a pas tué l'autre moitié? Et donc là aussi, si on regarde bien, l'autre moitié, c'était des gens qui avaient plus les moyens d'ailleurs par rapport à pouvoir se nourrir, à pouvoir avec peut-être davantage d'hygiène, etc. Et qui a fait. Donc c'est pour ça que le germe, bien sûr, s'est transporté dans l'air. Alors quand vous allez dans les grandes surfaces et dans les machins comme ça, il y en a plein partout. Mais pourquoi vous, vous allez l'attraper et pas l'autre ou inversement? Parce que ça va dépendre de votre terrain, de votre énergie, de votre mental, de votre alimentation, de tout ce que nous raconte Renan dans son livre avec précision et concision. Et effectivement, tu parles de l'eau, après j'en parle beaucoup dans le premier, dans le deuxième aussi, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est l'eau n'est pas importante par rapport à ce qu'elle apporte, mais par rapport à ce qu'elle emporte, en fait. Donc la moins minéralisée possible, contrairement à quelques publicités qu'on voit, qu'on a tous entendues. L'eau, en fait, les reins sont faits pour éliminer. Donc, comme le foie, les reins, c'est un système de nettoyage, c'est notre déchetterie, si vous voulez, hein, notre usine de déchetterie, de retraitement, le foie et d'évacuation déchetterie pour les reins. Et donc, il faut lui apporter beaucoup d'eau, mais la moins minéralisée possible, de façon à ce qu'elle puisse éliminer tous ces déchets, tous ces toxiques. Après, notre corps est très bien fait, il régule, mais n'empêche que si on a trop éliminé, on fatigue. Et tu parlais de terrain, et si on fatigue, ben, finalement, ça laisse un petit peu la place ou le lit pour des différentes pathologies. Donc, c'est vrai que nous, on préfère travailler sur la santé et et garder la meilleure forme possible et de façon à tenir les maladies qui ont toujours été là, qui seront toujours là, mais éloignées possible. Ou alors, c'est vrai que tu parlais la moitié de la planète a disparu, alors on peut très bien avoir notre voisin qui a la grippe et nous être juste un peu plus fatigués. Parce que notre corps elle sera suffisamment fort
pour lutter et puis repousser, donc ne pas se faire avoir par cette grippe, puisque c'est de saison. Donc voilà, donc le terrain, le travailler avec l'alimentation, l'hydratation, le sport, le mental, la respiration, tout ça ne fait qu'un en fait. On ne peut pas prendre un médicament pour éradiquer un truc précis. C'est le corps en entier qu'il faut considérer et même au-delà. Son mental, son âme, ses vibrations, ses relations sociales, tout ça, ça fait partie de notre santé. Et j'aimerais rajouter sur le sommeil tout à l'heure, sur et le sommeil et le soleil et la mélatonine. Donc, parce que tu parlais du tryptophane, l'acide aminé, tryptophane, donc sérotonine, mélatonine, sommeil. Ça, c'est un petit poison. C'est un petit poison, ce téléphone qu'on utilise. Je suis sûr qu'il y a une partie d'entre vous qui l'utilisait avant de vous coucher. Eh ben, ça imite, figurez-vous, la luminosité du soleil. Et donc, ça ralentit l'endormissement et ça empêche la mélatonine, ça bloque en fait l'arrivée de la mélatonine, et en bonne partie en tout cas, et ça perturbe notre sommeil. Donc, dans la mesure du possible, ne regardez pas votre téléphone portable dans la demi-heure qui précède votre endormissement ou le moment où vous allez vous coucher. Je sais que c'est c'est compliqué pour certains d'entre vous, et moi le premier, hein. Mais je vous garantis que vous aurez un sommeil de meilleure qualité. Faites le test. Et je suis sûr, Luc, que tu as déjà conseillé ça des dizaines de fois. Et Mais faites le test. l'idée aussi, c'est si les personnes gardent le téléphone auprès d'eux quand elles dorment, l'idée c'est de mettre le téléphone assez éloigné, à quelques mètres, pas sur la table de nuit et dormir juste à côté, par exemple. Donc on peut le garder à quelques 1 mètre, 2 mètres, mettre sur une commode un petit peu éloignée. Et puis si quelquefois il sonnait et que, etc., bon, on va l'entendre et on va aller y répondre. Mais c'est vrai qu'il a tendance toujours mais c'est un des conseils avec les champs électromagnétiques, des courants électriques, etc. Là, on tombe encore Oui. dans un autre domaine. Et là, je suis en train d'expérimenter d'ailleurs un bonnet. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. C'était un bonnet anti-ondes. Un bonnet, Ok. un bonnet anti-ondes qu'on met sur la tête. Alors, je suis en train de l'expérimenter pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau. Donc, déjà, quand j'ai pu ce bonnet, j'ai l'impression d'être tout seul dans ma tête. Donc, c'est déjà impressionnant. Il y a un plus grand silence qui est là. Donc, c'est déjà important. C'est vrai qu'au bout d'un petit moment, je commence à en avoir un petit peu assez. Mais est-ce que c'est du bonnet? Est-ce que mais le fait est, et c'était ça que dont je voulais être sûr, c'est ce bonnet ne coupe pas sur la réception des énergies, énergie de la Terre, énergie de l'univers, énergie divine, etc. Ça ne les coupe pas, c'est déjà bien. Alors j'en suis au tout début, mais tu vois, On va suivre ça avec attention, Luc. Je suis hâte d'avoir ton expérimente. Je retour. pense que selon les résultats, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour. Voilà. J'en Alors, doute pas on une en parle. seconde. Pardon. J'en doute pas une seconde. Oui, parce que c'est pas tout d'expérimenter, de tester, c'est bien, mais de transmettre son expérience comme tu le fais au travers on n'impose rien, on donne simplement nos observations, ce qu'on a vu. Toi, tu as donné dans ton livre tout le cheminement qui t'a permis de faire ça, de sortir de ce stress post-traumatique, de cet état dépressif, chronique, persistant, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans notre société, le stress, les déprimes, les dépressions. Il y a plusieurs millions de personnes. Et donc, c'est pour ça que ton livre est particulièrement intéressant parce que c'est vécu. Et Dieu sait, en tant qu'ancien soldat de l'ONU, t'as dû vivre, t'es resté combien de temps à Sarajevo, là, sous les bombes? Il est resté 4 mois et demi, donc
de juin 1995 à novembre Donc, 95. on imagine la pression qu'il a pu y avoir pendant toutes ces durées. Tu as perdu des amis aussi au combat, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont terribles. Et donc tu as donné tout un cheminement, tu es vraiment une expérience que tu proposes aux personnes. Et c'est pour ça que... parce que le temps passe, on pourrait parler encore pendant des heures, mais Ronan, si tu as un conseil, une personne qui est actuellement en état post-traumatique, ou en stress tout court, ou chronique, ou en état de dépression, de déprime, etc., qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en priorité? Alors, la première chose, tout dépend de l'état de l'avancée du stress, de l'importance du stress, bien entendu, de prendre un avis médical qui me paraît hyper important selon l'évolution de cette pathologie. Surtout en parler, ne pas rester seul. Donc ça, c'est déjà un premier pas, d'échanger. Il y a des groupes de parole, etc. Donc le médecin, alors moi, ça a été l'activité physique, l'alimentation, l'écriture, mais chacun doit trouver les clés. Il faut s'orienter sur ce qu'on aime, en fait. Moi, j'ai toujours été sportif. Donc évidemment, je me suis pas dit j'aime pas le sport, je vais faire du sport. Je me suis orienté sur les choses que j'aimais. Mais j'ai un bac littéraire, donc j'ai toujours aimé écrire. Donc ça a été aussi quelque chose de naturel. Et puis j'ai eu des grands-mères qui avaient comment pourrais-je dire, des dons. Et on parlait souvent de reboot, de choses comme ça, très en lien avec la nature, très, très lié avec la nature. J'ai une grand-mère qui se soignait notamment avec de l'argile verte, avec des feuilles de chou, des choses comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc elles m'ont sensibilisé à ça. Donc c'est naturellement que je suis venu à ça. Après, euh, je sais pas, avec quelqu'un qui est fan des échecs, c'est peut-être l'occasion de se remettre aux échecs. Faites des choses qui vous font du bien. C'est la priorité. Écoutez-vous, il n'y a que vous, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même. C'est pas tu devrais, il faut. Qu'est-ce que qu'est-ce que je déteste? Je n'aime pas le il faut, le tu devrais, attention. Non, vivez, faites ce qui vous plaît, relevez des défis. J'ai des défis fous, mais, mais, euh, mais ça me fait rêver, ça me fait rêver, ça me fait vivre, ça me fait vivre, ça me rend heureux. Et, euh, si j'arrive pas au bout de mes défis, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Moi, c'est toute la notion, l'injection presque de plaisir que j'ai eu sur la préparation, sur l'épreuve. C'est même pas pour moi, c'est pas une épreuve. Ce ne sont pas c'est une course, mais pour moi, c'est pas une course. Ou alors c'est une course pour la vie. Et pour mon plaisir, faites ce qui vous rend heureux, en fait. Je crois que, euh, oui, faites ce qui vous rend heureux, ce que vous aimez. Je crois que c'est si j'ai un conseil, pourtant, je n'aime pas dire il faut que, je répète, hein, mais ouais, vivez, croquez la vie, faites ce qui vous fait plaisir. Voilà. Génial, génial, parce que tu rebondis exactement sur souvent mon propre discours, d'ailleurs. On ne l'avait pas préparé, mais on arrive au même Non. conclusion. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, quelque part, au travers de ces états anxieux, dépressifs, stressants, etc., on est obligé de se retrouver soi-même et donc de revenir un petit peu à ce que l'on est et justement à ce qui nous fait plaisir, à vraiment toutes ces choses qu'on ne se donne pas l'occasion de faire en temps normal pour des tas de raisons et de généralement des mauvaises raisons et que Oui, cette période nous incite à revenir sur ce chemin qui est en général le chemin de notre vie, tout simplement, notre chemin de vie, hein, tout simplement. Et là, tu parles de prochaines activités, mon cher Ronan. Et là, tu m'as parlé d'un projet de sport, enfin d'activité sportive, une compétition sportive complètement folle qui est Enduroman, qui est en 2027. Donc, raconte-nous, c'est le projet de la faire, mais moi, je serais mort au bout du premier kilomètre, hein. non, Lucas. Euh, En fait, moi, je suis le préparateur physique à Philippe Croizon.
Philippe Croizon, c'est un monsieur, si vous ne le connaissez pas, qui a traversé la Manche à la nage, et il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est inspirant. Et l'enduroman, c'est quoi? C'est né d'une discussion avec Philippe et d'autres camarades. Et parce que je suis triathlète, donc je fais des triathlons qui durent 24 heures. Donc on doit faire le plus de kilomètres en natation, en vélo et en course à pied. Mais moi, je le fais à mon rythme. C'est-à-dire qu'il y a des ravitaillements, il y a des pauses, il y a des choses comme ça. Donc, il y en a un en plus à Carantec pour la première fois au mois de juin en Bretagne. Donc, j'y serai donc, en juin 2025 là. Et, mais j'ai envie de rêver encore plus. Alors, c'est quoi l'enduroman? Attends, Enduroman, ce que j'ai lu. Donc, il y a une première phase qui part de Londres, qui va Oui, jusqu'à Douvres. Combien de kilomètres 140 kilomètres en course à pied? en course à pied. Ça, c'est le petit échauffement, ça. D'accord. Après ça, carrément en Douve-Calais à la nage. C'est ça, c'est Voilà. ça. La Ouais. traversée de la Manche, ouais. Donc, ça fait combien de kilomètres, ça? Alors tout droit, c'est 32 kilomètres, mais il y a un courant, Eh, ça fait un S en fait. Donc c'est entre 40 et 60 kilomètres, mais bon, on compte 35 kilomètres, un truc comme ça. On compte pas vraiment en kilomètres parce que on est porté par les courants, donc c'est un chemin de vie. Donc après les 140 km de course, on a 35-40 km de nage, mais on n'est pas encore arrivé parce qu'on est arrivé à Calais et maintenant il va falloir aller jusqu'à Paris en vélo. Donc en plus, on parle souvent, quand j'entends les courses dans le Nord, l'enfer des pavés, je ne sais pas si vous allez avoir les enfers des pavés, mais ça fait combien de kilomètres Calais, Paris en vélo? Encore 180? 290 kilomètres. 190 km, voilà. Mais après, tu as le Voilà. droit de t'arrêter quand même, là. C'est bon, tu vas pas jusqu'à Marseille. Non, 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 ça va, je vais arrêter là. C'est impressionnant, impressionnant. Moi, je suis admiratif. Donc ça, c'est bien parce que tu te fais tes challenges et C'est donc ça, des projets. Donc je pense que rien que d'y penser, ça te fait vibrer, ça. tout à fait, ouais, ouais. Et là, c'est chouette. Donc c'est un peu, comme tu le disais, on le fait, on y arrive, c'est bien, on n'y arrive pas, c'est bien, mais au moins on a participé et le principal, c'est ça qui est important. Voilà, voilà. Bah, Ouais, écoute, c'est d'y être, c'est de se lancer, c'est de vivre, c'est de croquer cette aventure. C'est vrai que j'étais fan de Scott Hermundsen, les grands aventuriers du pôle Nord. C'est des choses, des Mike Horn ou des choses comme ça, ou Philippe Crazon. C'est des gens qui m'inspirent. J'aime bien l'expression dépasser ses limites. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais déplacer ses limites peut-être. Voilà. eh oui, non mais c'est très intéressant et t'es inspirant dans le sens que bah, tu mets la barre haute et c'est bien et que vas te donner les moyens jusqu'en 2027 à pouvoir t'entraîner, t'organiser pour réaliser ce beau challenge. Donc c'est un joli modèle et le but, quand on a un but comme ça, bah, évidemment ça donne un turbo, un moteur extraordinaire dans la vie et ça c'est très inspirant. Mais là encore, comme tu le disais, c'est que ce but doit nous correspondre, parce que Oui, tout à fait. pas avoir ce but, parce que ce serait plutôt un but que j'aurais du mal à imaginer, mais il y en a d'autres. Chacun a le sien et chacun a ses rêves et c'est le moment de les concrétiser. Comme je dis souvent, à un moment où on va partir de l'autre côté du voile, il vaut mieux avoir des souvenirs que des regrets. Oui, c'est en aucun cas une contrainte. C'est pas, oh, il faut que, non, pas du tout. Non, non. C'est un rêve. Et il y a des gens qui me disent, oh là là, mais tout ce que tu fais, je dis, moi, je vois des gens qui font un marathon, ils ont 80 ans, mais moi, waouh, Ouais, ouais. c'est génial. Et c'est vrai il y a des gens qui habitent dans des maisons à étages. On leur dit, non, mais bon, vous allez vieillir, il faut rester, trouver une maison de plein pied. Je dis, mais non. Ma grand-mère qui est partie à 99 ans, elle habitait chez elle. C'est une maison en deux étages, un rez-de-chaussée plus deux étages, donc elle montait les escaliers et descendait, mais c'est pour ça qu'elle était en pleine forme, parce qu'elle avait, entre autres,
outre les feuilles de chou, elle avait une activité physique. Parce qu'elle mettait des feuilles de chou sur ses articulations. Voilà, de la Exactement. En tous Et les cas, donc, c'est ça qui merci, l'a merci maintenue. Ronan de tous ces partages. Et donc, je rappelle le titre de ton livre, c'est Mes quatre saisons, donc aux éditions Artorial. Donc, je le mettrai bien sûr la référence dans la description sous la vidéo, ainsi que ton site internet. Et donc, et tes prochains projets, tu as d'autres projets d'écriture, d'autres J'ai projets, un, à part j'ai le... un livre que j'ai terminé, là, qui est en lecture, comme on dit. Tu connais ça bien, Luc, parce que tu en as écrit quand même un certain nombre, qui s'appelle T24. Et donc, je raconte le T24 comme triathlon 24 heures. Et je raconte toute la préparation sportive, et pour le coup, et sur le plan de l'alimentation et mental, et surtout sur deux triathlons, celui de l'île de Ré et celui du Touquet. Comment cette journée s'est passée avec quelques anecdotes où de nuit, j'avais plus de lumière, j'étais presque perdu dans la forêt, j'avais plus de lumière et je n'osais pas interpeller les coureuses qui passaient, qui avaient de la lumière, de peur de leur faire peur justement. Donc quelques anecdotes sur ce livre T24 et j'ai un projet donc d'un quatrième livre. Ça sera le troisième pour finir donc cette trilogie de Ressentez-vous, mes quatre saisons. Et donc il y a un troisième qui est en cours d'écriture. On verra quand il sortira, 2026 ou 2027. Il est urgent de prendre son temps. Donc voilà, je l'écris sans stress. Bah, écoute, c'est génial parce que ça montre, tous ces projets montrent combien tu as fait du chemin depuis ce stress post-traumatique, cet état. Donc, c'est vraiment très plaisant et sont des exemples concrets. En attendant, bah, je te remercie d'avoir partagé et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je suis encore plus heureux parce que bah, on se retrouve encore plus que ce que j'avais pensé. Sur vraiment sur des réponses et des points de vue qui sont très proches. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur sur ton chemin. Évidemment, on va tous aller regarder très, très attentivement Enduroman en 2027. En attendant, bah, je dis au revoir à toutes les personnes qui ont eu la curiosité de venir regarder cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission qui aura toujours pour but la parole aux explorateurs de la conscience. Au revoir à tous et merci. Au revoir à tous.